Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Profites-en pour mettre un commentaire et un pouce en l'air si l'épisode t'a plu. Partage-le également sur tes propres réseaux et partage ton expérience et ton ressenti. Aujourd'hui, on va parler des croyances. Alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment identifier et transformer les croyances qui pourraient t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Alors tout d'abord, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est tout un système lié à une expérience que nous avons vécue. Au départ, les croyances sont tirées de nos expériences. Imagine un monde où les actions, les émotions, les décisions que nous prenons sont guidées par des règles invisibles qui colorent notre réalité. Eh ben, c'est exactement de ça dont on parle quand on parle de croyances. Elles naissent de la logique, mais surtout des expériences que nous avons vécues et traversées. Les nôtres, celles des autres, et tout ce que nous avons pu tisser dans notre expérience. Des fois, ce sont même des choses qui viennent de notre famille, de notre passé, de notre apprentissage. Les croyances religieuses ou spirituelles sont une sous-catégorie des croyances de manière générale. Les croyances, on en a tous les jours, et elles sont très souvent inconscientes. Elles façonnent notre perception du monde et ce qu'on peut avoir de nous-mêmes. C'est un petit peu comme les architectes de notre motivation, les gardiennes de notre limite. Une fois ancrées, elles se perpétuent, et ça filtre, ça déforme la réalité, qui nous permet de nous maintenir sous leur emprise. Le système de croyances que nous pouvons avoir, c'est un petit peu comme notre modèle du monde, notre vérité à nous. Et ça détermine ce qui est possible, ce qui est important, ce qui est impossible, ce qui n'est pas important. Et pourtant, la plupart du temps, on ignore leur existence et on agit un petit peu comme des automates sous les emprises de nos propres croyances. Ces croyances peuvent être des refuges, des habitudes, des réponses à des douleurs passées. D'ailleurs, très souvent, on dit en programmation neurolinguistique que nos problèmes d'aujourd'hui sont nos solutions d'hier. Et en réalité, on a pu tirer des conclusions de certaines expériences qu'on a vécues, on en a monté une croyance et aujourd'hui cette croyance peut nous limiter dans nos actions ou dans ce que nous souhaitons faire. Ce qu'il y a de magique avec les croyances, c'est qu'une fois mises en conscience, elles peuvent être changées. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'une croyance est bonne ou mauvaise. Ça, c'est d'ailleurs très souvent le problème qu'on rencontre dans notre société, la facilité de jugement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une croyance. Une croyance est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être aidante pour la personne, ressource, ou bien limitante. Et la même croyance pour deux personnes différentes peut être ressource pour une certaine personne et limitante pour une autre. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas juger une croyance. Une croyance, c'est personnel. Et on va voir ensemble maintenant dans cette vidéo quels sont les exemples de croyances et qu'est-ce que ça peut nous amener à faire dans notre vie au quotidien. D'abord, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vais vous donner des exemples de croyances. Un exemple de croyance, ça va être je ne suis pas assez bien pour réussir. C'est une croyance. C'est fondé par quoi? Assez bien. Qu'est-ce que c'est assez bien pour réussir? Réussir quoi? Voilà. Là, on est purement dans de la croyance. Je suis trop grosse pour qu'on m'aime. Elle est où la limite? Ça reste une croyance. D'ailleurs, il y a des situations bien particulières dans lesquelles on voit que ce sont des oppositions de croyances. Ce qui va me donner l'occasion de vous parler un petit peu d'assertivité. Les débats politiques. Regardez bien la structure des débats politiques. De quoi on est en train de parler? La raison pour laquelle aujourd'hui les débats politiques sont de plus en plus fuis par le quotidien, par la population d'une manière générale. On a une personne avec un système de croyance qui croit dur comme fer en ce qu'il est en train de représenter, opposé à une autre personne qui a un autre système de croyance et qui croit aussi dur comme fer. Les deux ont raison, quelle que soit la croyance. Mais ils ont raison dans leur modèle du monde. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, on est juste là en train de comparer lequel va mieux vendre sa croyance. Et c'est comme ça qu'on prend nos décisions pour aller voter derrière. Regardez comme c'est intéressant. On vient adhérer à une croyance ou à une autre. Alors l'assertivité, qu'est-ce que c'est? L'assertivité, c'est justement cette capacité que nous pouvons avoir à valider
nos propres croyances et nos propres choix comme étant vrais pour nous, tout en acceptant que la personne en face ne soit pas d'accord avec nous. Est-ce que c'est clair? Je la refais. Les autres ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ça ne nous empêche pas, nous, de croire ce que nous avons envie de croire. L'assertivité, elle est vraiment basée là-dessus. C'est-à-dire que j'ai le droit de croire ce que j'ai envie de croire. À l'adolescence, c'est vraiment un moment où on a besoin de faire preuve d'assertivité. Parce que on rentre dans un système, notamment au collège, où on se fait dévaloriser. Quoi que ce soit qu'on fasse, quels que soient les habits qu'on porte, quelles que soient les décisions qu'on ait décidé de prendre, ou les actes qu'on ait osé faire, on est systématiquement remis en question par notre système d'appartenance, par le groupe d'une manière générale. Et du coup, nos propres croyances peuvent souvent se retrouver, sont très souvent, bouleversées. En faisant preuve d'assertivité, c'est ce qui nous permet de dire ok, tu crois à ça, tu as le droit, mais moi j'ai décidé de croire à ça et ça m'appartient. Et quoi que ce soit que tu dises, j'entends ce que tu me dis, mais je ne changerai pas d'avis, c'est mes croyances et je ne te force pas à croire en ce en quoi je crois. Si le monde entier était capable de faire ça, ce serait la paix sur Terre. Maintenant, je vais vous donner des exemples concrets de situations dans lesquelles les croyances peuvent nous limiter. Au travail, par exemple. Imaginez un collaborateur, ou vous-même, lorsque vous êtes au travail et que vous vous dites « j'en fais jamais assez ». Elle peut être plus structurée que ça, cette croyance-là. J'en fais jamais assez pour pouvoir monter d'un échelon. J'en fais jamais assez pour que mon chef puisse remarquer que je travaille. J'en fais jamais assez, quelle que soit la suite de la phrase, ou juste j'en fais jamais assez. Cette croyance-là peut rapidement être limitante et vous en connaissez très certainement des collaborateurs, des collègues de travail ou même des amis. Vous avez du mal à les voir parce qu'en fait ils travaillent 40, 50, 60 heures par semaine parce qu'ils en font jamais assez. Dans leur système de valeurs, dans leur système de croyances, ils ont adhéré au fait qu'ils devaient en faire toujours plus parce qu'ils en font jamais assez. C'est une croyance. C'est une croyance. La limite de cette croyance-là, c'est que, regardez, quelqu'un qui pense qu'il en fait jamais assez, il y a un moment, il va atteindre sa propre limite, la limite physique de notre corps, parce que lorsqu'on n'en fait jamais assez, le risque c'est quoi? Eh bien, c'est le burn-out. On en fait tellement et tellement et tellement et tellement qu'il y a un moment, pouf, le corps nous dit stop, arrêt buffet, je ne peux plus, et impossibilité de se lever. Je pense que certains se reconnaîtront dans cette expression. Vous avez aussi, dans le couple, un exemple de croyance qui peut y avoir dans le couple, c'est « je suis pas quelqu'un de bien ». Et oui, il y en a beaucoup plus que ça. « Je suis pas quelqu'un de bien » ou « je suis trop ci ou pas assez ça pour qu'on puisse m'aimer ». Et à partir du moment où, là c'est de l'inconscient, c'est à l'intérieur de notre cerveau, ça peut venir de l'enfance ou ça peut venir d'une expérience qu'on a vécue, si je suis pas assez bien, joli, apprêté, intelligent pour qu'on puisse m'aimer, eh bien, systématiquement, dans le couple, ça va poser problème. Parce que si moi, je pars du principe que je ne suis pas assez beau pour que ma femme ou les femmes que je vais rencontrer puissent m'aimer, à ce moment-là, quoi que ce soit que la personne en face puisse dire ou faire, je vais systématiquement remettre en question son amour, puisque de toute façon, je suis persuadé que je ne peux pas être aimé. Et regardez jusqu'où ça peut aller. Si je suis persuadé que je ne peux pas être aimé, eh bien, quoi que ce soit que fasse l'autre, je vais systématiquement remettre en question son propre amour. Alors sur quoi ça va déboucher? De la surveillance, de la jalousie, de la rupture systématique, en mode non mais de toute façon c'est pas la personne qu'il me faut. Et on va tourner en boucle comme ça, très longtemps. La jalousie est une des conséquences d'une croyance limitante chez la personne. Chaque personne peut avoir une croyance différente, mais il y a systématiquement, ça je l'ai remarqué chez mes clients, lorsqu'il y a une jalousie, derrière il y a une croyance. Une croyance sur le fait que de toute façon tous les hommes trahissent, un jour ou l'autre. Une croyance sur le fait que je ne peux pas être aimé, je viens de le dire. Une croyance sur le fait que si on passe plus de 5 ans, forcément l'autre va avoir envie d'aller voir ailleurs. Il y en a des tas de croyances. Je ne peux pas toutes vous les énumérer parce que chaque personne va avoir la sienne. Un autre cadre dans lequel on peut avoir des croyances, ce sont avec les enfants. Par exemple, je crois que pour que mon enfant soit
sage et bien élevé, il doit être silencieux. Il ne doit pas crier. Il doit m'écouter. S'il m'écoute, ça veut dire qu'il me respecte. Croyance. Vrai ou fausse? Pas la question. Mais une croyance. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme type de comportement? Un agacement systématique, quand les enfants crient, quelle que soit la raison, que ce soit des cris de colère ou des cris de joie, ou des cris de tristesse et de peur. Conséquence pour l'enfant que ça peut engendrer, eh ben, j'ai pas le droit de crier. Quand je crie, je me fais gronder. Donc, j'arrête de crier, je deviens renfermé sur moi-même, timide, je n'exprime plus ce qui est important pour moi, je ne sors pas de ma zone de confort, et on va déboucher sur un adulte qui potentiellement peut être quelqu'un de renfermé, qui ne fera jamais plus que sa zone de confort. C'est le chemin parfait pour la dépression. Ce n'est pas quelque chose de systématique. Vous pouvez très bien avoir un enfant qui va prendre l'opposé, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de faire du bruit, mais quand je fais du bruit, papa crie fort. En fait, lui, il fait du bruit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, en faisant du bruit? Eh ben, il a raison. Donc, du coup, moi aussi, je vais crier fort pour avoir raison. Et là, on va déboucher sur quelqu'un qui, une fois à l'âge adulte, peut être systématiquement dans l'opposition à aller montrer que c'est lui qui a raison. Tu en connais dans le cadre des amis, du travail. Si c'est toi, t'oseras pas le dire. Mais qui se met systématiquement dans l'opposition, juste pour montrer qu'il a raison. C'est un comportement d'adolescent. Et beaucoup d'adultes sont restés bloqués sur cette adolescence. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une croyance derrière. Une croyance qui peut être tout simplement, si je ne suis pas d'accord avec les autres, je montre que j'existe. Ouais, ça peut sembler fort comme ça. C'est de l'inconscient, hein. Ça peut être très bien ce genre de situation. Je vais vous donner un dernier exemple aussi en tant que manager. J'ai rencontré des managers qui étaient persuadés que pour être respectés, ils devaient être entendus. Et donc, pour être entendus, il fallait qu'ils parlent fort. C'était des managers qui passaient leur temps à crier. J'en ai eu un en particulier. Qui, dès qu'il disait quelque chose, il levait la voix, en réunion, en face à face. Il parlait toujours hyper fort. La conséquence de ça, c'est que ça crée une ambiance délétère au sein de l'équipe. Mais sa croyance à lui, c'était que pour se faire respecter, il devait parler fort. Il devait crier. Et donc au sein de l'équipe, il n'y a jamais eu une bonne ambiance. Il a toujours eu du mal, en fait, à réellement se faire respecter. Donc il criait encore plus fort. À l'inverse, j'ai eu aussi un manager qui était persuadé que pour bien s'entendre avec les collaborateurs et pour que l'équipe fonctionne, il devait être pote avec tout le monde. C'est une autre croyance. Vraie ou fausse? Mais il a cherché à être plus que juste un manager avec ses collègues. Forcément, le risque qu'il y a eu derrière, c'est qu'un jour, la relation s'est dégradée avec un des collaborateurs. Et bien du coup, le travail s'est aussi dégradé. Vous voyez, il n'y a pas de vérité. Dans un cas comme dans l'autre, les deux managers peuvent avoir raison. Mais ils sont ancrés dans une croyance. Sauf que là, on parle d'individus. Et les individus avec lesquels ils travaillent sont des individus différents. Peut-être que ça va marcher avec un et pas avec l'autre. Pour clore cette situation, je vais vous parler d'un exemple que j'ai vécu en coaching. C'était une de mes premières clientes d'ailleurs. Elle était professeure. Elle était persuadée que pour pouvoir se faire respecter, il fallait qu'elle soit froide, distante, presque méchante, autoritaire dans tous les cas, parce que comme ça allait lui permettre de tenir la classe. Un jour, je l'ai eue en séance, et c'est quelque chose qu'elle m'a dit, qu'elle m'a avoué au cours de la discussion. Elle lui dit, attends, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui fait que tu es persuadé que tu dois absolument ne pas montrer qui tu es en fait? Et elle m'a dit, en fait, c'est notre formateur. Son formateur de prof, donc c'est-à-dire la personne qu'elle avait eue à la fac, lui avait dit que pour se faire respecter en classe, il fallait absolument ne pas être soi-même, montrer un visage froid, montrer un visage distant et être autoritaire. Jusqu'à ce qu'on en arrive à ce point du coaching
Elle avait de grosses difficultés avec ses élèves. À partir du moment où on a mis cette croyance en évidence et qu'elle a pris la décision de changer cette croyance parce qu'elle voyait bien à quel point ça la limitait, et elle a décidé de changer cette croyance en « quand je suis moi-même, les cours se passent bien ». À partir du moment où elle a changé cette croyance, elle a eu tout le respect qu'elle souhaitait de la part des élèves. En plus de ça, elle a pris du plaisir dans son travail, et en plus de ça, les élèves n'ont jamais eu d'aussi bonnes notes dans sa matière. C'est fou quand même. Juste une croyance. Voilà, ça c'est un exemple de quelque chose que je fais au sein de mes séances en coaching. J'aimerais terminer et conclure par les croyances spirituelles ou religieuses. Ça aussi, c'est un grand débat dans notre société. Le fait de dire que peut-être les catholiques sont meilleurs, ou alors c'est les juifs, ou encore les musulmans, et Dieu, c'est d'autres religions. La question n'est pas d'aller savoir quelle religion est la meilleure. La question est d'aller vérifier à quel point la croyance que nous pouvons avoir nous fait du bien. Je sais que je vais rentrer sur un sujet qui est peut-être polémique. Je suis croyant. Je n'adhère à aucune église, aucun temple. Et ce qui fait que j'adore rentrer dans une église. J'adore rentrer dans un temple. Je suis encore jamais rentré dans une mosquée et j'aimerais bien le faire un jour. Parce que j'adore la culture, j'adore ce que ça dégage. J'adore rencontrer des personnes qui sont capables de me parler de leurs croyances. J'ai les miennes, j'ai mes propres croyances. Je crois en la réincarnation. Je crois au choix d'âme et au choix d'incarnation, au choix de chemin de vie. Je suis persuadé que j'ai choisi de venir vivre cette vie ici, sur Terre, avec toutes les contraintes que ça a choisies. C'est ma croyance, j'oblige personne à y croire. Mais quelles conséquences ça a sur moi ? Cette croyance-là me permet de traverser les épreuves en me disant que, de toute façon, même si je ne comprends pas aujourd'hui ce qui m'arrive, je le comprendrai un jour, plus tard, ou peut-être après ma mort. C'est mon choix de croire en ça. Et je vais prendre l'autre extrême des personnes qui sont athées. Quand on est athée, c'est déjà une croyance en soi. Je suis persuadé qu'il n'y a rien après la mort. Je suis persuadé qu'on a ici une vie, qu'on est simplement un corps charnel, et qu'une fois que le corps est mort, c'est terminé. C'est une croyance. C'est aussi une croyance. Les personnes qui se mettent en opposition dans ce discours, c'est parce qu'ils me disent, non, c'est pas des croyances, c'est des faits. Ce qu'il y a de génial avec la croyance, c'est que c'est très souvent, quasiment tout le temps, tiré d'une généralisation de faits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui est persuadée que tous les problèmes qui existent en France sont liés au fait qu'il y a trop de personnes avec la peau de couleur orange, il en aura la preuve tous les jours. Une personne qui est persuadée que le monde tourne mieux s'il mange végétarien, il en aura la preuve tous les jours. Une personne comme moi qui est persuadée que la réincarnation existe et qu'on a choisi de venir cette vie-là, j'en ai la preuve tous les jours. Alors, et toi, en quoi tu choisis de croire? Et à quel point tu assumes cette croyance? Je t'invite à laisser un commentaire pour partager ce en quoi tu crois. Et également, je t'invite non seulement à laisser un pouce si la vidéo t'a plu, mais aussi à télécharger mon guide « Les 10 secrets de la confiance en soi » qui est un guide gratuit, je le mets en lien sous la vidéo, qui te permettra peut-être d'arriver à assumer tes propres croyances ou à prendre conscience de celles qui te limitent dans la vie au quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt!